Je voulais dire, je respecte énormément le métier de journaliste. Ah oui? Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous vous rendez compte des nouveaux livres, des nouvelles pièces de théâtre, des nouvelles idées. Euh, vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible. Après Les Illusions perdues de Balzac, adapté par Xavier Giannoli au cinéma, film qui dresse, comme le livre d'ailleurs, un tableau particulièrement piquant des rubriques littéraires et critiques de théâtre à l'époque dans la presse. On continue aujourd'hui notre réflexion autour de l'information avec dans l'actualité des idées, les rubriques de journaux. Quelle image du monde nous donne-t-elle? À l'heure où le prix Nobel de la paix a consacré cette année le travail de deux journalistes, nous vous proposons donc cette réflexion à travers l'histoire de la presse et ses rubriques, leurs évolutions. Comment refont-elles le monde? Nos invités, Sylvain Venère, professeur d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes, et Marie-Ève Terranti, professeure de littérature française à l'université Paul Valéry à Montpellier. Ensemble, ils ont dirigé Le Monde à la une histoire de la presse par ses rubriques parues chez Anna Mosa, avec des contributions de Philippe Artière, de Claire Blandin ou encore d'Emmanuel Laurentin pour la rubrique gastronomique et une préface de Jean-Noël Jeanneney qui salue la diversité des formes de ces rubriques entre esprit de sérieux et fantaisie. L'historien pour qui la presse écrite est un milieu tout à la fois acteur, reflet et témoin des moments successifs de notre passé. Bonjour Sylvain Venère. Bonjour. Et bonjour à Marie-Ève Terranti qui est avec nous à distance à Montpellier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain Venère. Si je reprends cette phrase de Jean-Noël Jeanneney, ce constat, cette idée que la presse est tout à la fois reflet et acteur des témoins successifs de notre passé, peut-on dire la même chose de notre présent? Est-ce que la presse est aujourd'hui encore acteur, reflet et témoin de notre présent? Ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, on va voir quel regard elle pose aussi sur cette actualité. La liberté de la presse sous pression. Cette année, le prix Nobel de la paix a salué le travail de Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant russe Novaya Gazeta, et celui de la journaliste philippine Maria Ressa, ancienne correspondante de CNN en Asie du Sud-Est, fondatrice du site d'information indépendant Rappler. Et c'est pour ça qu'il nous semblait aussi intéressant aujourd'hui de revenir avec vous sur cette histoire de la presse. Le monde, ce monde dans lequel nous vivons, est un monde sans fait, qui parfois ressemble à un monde sans vérité. Voilà ce que disait récemment Maria Ressa. La technologie a bousculé, déboussolé l'écosystème de l'information, remettant en question les réalités que nous partageons. On l'écoute, la prix Nobel de la paix, Maria Ressa. Je pense que le problème que nous rencontrons maintenant, c'est un problème lié aux médias sociaux. Facebook est le premier diffuseur d'infos au monde et les médias sociaux sont gouvernés par des algorithmes. Et des études ont montré que les algorithmes diffusent des mensonges. Ils ne diffusent pas les faits. Or, les faits, c'est l'information. Et le problème, c'est qu'il y a des plateformes qui ont des biais contre les faits et contre les journalistes. Et quand on n'a pas de faits, on ne peut pas avoir la vérité. Quand on n'a pas la vérité, on ne peut pas avoir de faits. Et cela peut nous amener à nous interroger, au fond, pourquoi un prix Nobel pour la paix? Car au début de chaque entreprise humaine, il doit y avoir des faits. Et commencer à vouloir gérer le changement climatique ou le coronavirus, ça va être impossible à faire. Donc il faut absolument avoir des garde-fous autour des technologies. Voilà, sans fait, pas de vérité, dit Maria Ressa, journaliste philippine, prix Nobel de la paix cette année, co-lauréate de ce prix avec le journaliste rédacteur en chef russe de Novaya Gazeta. Le journalisme aujourd'hui est secoué par ce nouvel écosystème, par les fausses nouvelles aussi, contre lesquelles il tente de travailler. Fait, vérité, est-ce que vous diriez, Marie-Ève Terranti, qu'il y a une vraie perte d'influence et surtout de crédibilité des journalistes traditionnels et de la presse écrite dans ce nouvel écosystème? Alors oui, sans doute, il y a vraiment une crise de la presse écrite, notamment à cause des réseaux sociaux, mais je voudrais quand même revenir un instant sur l'idée que la fake news serait une menace uniquement contemporaine. En fait, c'est une menace qui pèse sur l'information bien avant Internet.
dans le journal du 19e siècle, et d'ailleurs le roman de Balzac le montre, où toutes les nouvelles sont virales et circulent d'un bout à l'autre du monde, on a eu tôt fait de reproduire des nouvelles fausses. On a dans le livre une entrée canard, on a une qui montre en 1927 que la presse a titré sur l'arrivée de 2 aviateurs qui auraient réalisé la première traversée de l'Atlantique en solitaire, et en fait ils étaient tous les 2 morts en mer, et la presse s'était trompée. Donc je ne crois pas qu'il faille non plus voir dans le monde contemporain un monde ruiné par la fake news, alors qu'avant on aurait été dans une objectivité de l'information. Et de tout temps, c'était le rôle des journalistes de batailler aussi et d'apporter une information le plus vraisemblable possible, la plus vraie possible. Qu'est-ce que c'était les canards, cette entrée canard ? Alors cette entrée canard, les canards, c'était les nouvelles fausses qui se présentaient comme vraies. Alors Stéphanie Sauger réalise l'entrée canard dans notre livre, et elle raconte l'histoire d'une princesse russe qui a laissé comme testament l'idée que elle léguait 1 million de francs à celui qui accepterait de venir la veiller dans son caveau au Père-Lachaise pendant 1 année consécutive. Et donc cette annonce, c'est paru comme une annonce, ça a fait le tour du monde, et aux archives du Père-Lachaise, on trouve encore aujourd'hui un dossier de lettres, alors des Américains, des Canadiens, qui présentent leur candidature pour venir veiller cette princesse. Donc on voit que les canards existaient bien avant les fake news. Oui, et les rubriques fact-checking ou check news qui peuvent exister dans les journaux aujourd'hui, finalement, ont leurs ancêtres, qui étaient ces rubriques canards que vous racontez. Là encore, ça semble être une nouveauté de l'époque, mais ça existait déjà. Est-ce que vous diriez, pour autant, l'un et l'autre, que les algorithmes aujourd'hui, et notamment avec la presse en ligne, sont devenus de nouvelles rubriques? Sylvain Veneur, Marie-Ève Thérantier. Moi, je ne dirais pas que ce sont des nouvelles rubriques. Ce qui est le problème que posent les algorithmes, c'est le problème du public. C'est le problème de savoir comment est-ce que vous vous dirigez vers un journal. Et ça, on peut l'inscrire ça dans une histoire un petit peu longue, qui permet de revenir aussi sur cette idée que les fake news, ce serait nouveau, alors qu'en fait, on sait bien que la première de toutes les fake news, c'est de faire croire que les fake news, c'est nouveau. Les fake news existent depuis fort longtemps. Par contre, ce qui n'existe pas de toute éternité, c'est cette idée que le journal doit être un vecteur d'information. Cette idée que dans le journal, vous allez avoir des informations vraies, et posant ce problème du rapport à la vérité, ça n'est pas quelque chose qui existe depuis les origines du journal. Et même si on se place au tout début du 19e siècle, la question ne se pose pas exactement en ces termes-là. Elle se posait comment alors ? Vous achetiez un journal. Le journal a été pensé à partir de la Révolution, disons, comme l'espèce d'appendice de la parole parlementaire. C'est-à-dire que le journal, c'est le lieu où on va pouvoir commenter l'actualité politique de la même façon qu'on la commente au Parlement. Et on la commente en direction d'un public évidemment plus large que le public des seuls parlementaires, ou même d'ailleurs des seuls électeurs des parlementaires, l'enjeu étant à l'époque de faire coïncider lectorat et électorat. Mais il ne s'agit pas forcément de trouver de l'information. Pour qu'on puisse avoir cette idée que dans le journal, vous alliez avoir une information originale, ça prend beaucoup de temps. Il faut les nouveaux moyens techniques de l'information, par exemple le fil télégraphique, qui crée cette rubrique de la dépêche télégraphique, qui, elle, est la première à imaginer cette idée d'une information télégraphique et vraie, comme le disait le journal Le Matin dans les années 1880. Tout ça, c'est un processus un petit peu long. On n'a pas toujours cherché dans le journal la même chose que ce qu'on y cherche aujourd'hui. Donc, en 1830, en gros, vous alliez vous abonner à tel ou tel journal en fonction de ce qu'était votre opinion politique. Par la suite, vous alliez vous abonner à tel ou tel journal en fonction de ce qui vous séduisait dans le journal, par exemple le roman feuilleton, qui est une rubrique importante qui apparaît. Et ensuite, vous allez vous acheter tel ou tel journal à l'unité sur la voie publique parce que vous êtes attiré par la une, le fait divers
ou telle rubrique du journal. Mais alors vous racontez dans ce livre, le Monde à la une, cet ouvrage collectif, vous faites vraiment un retour sur 2 siècles de rubriques dans l'histoire de la presse française. On voit, et on le soulignait avec les mots de Jean-Noël Jeanneney, leur diversité, la diversité des formes et des tons, des plumes, des saillies aussi qui peuvent apparaître sur la manière dont chacune aussi nous parlait du monde ou d'un monde en fonction du périmètre qui leur était affecté. Vous dites que les journaux n'ont pas toujours eu ce devoir d'information, en tout cas que ce n'était pas leur fonction au départ. Les rubriques, elles sont apparues quand ? C'est un long processus, évidemment, d'ordonnancement du journal, qui commence en réalité avant la presse moderne, qui commence dès le XVIIIe siècle et qui se poursuit de façon continue. Nous, on aimerait croire que les rubriques sont aussi ordonnées que la façon dont on les a ordonnées dans le livre. Bien évidemment, c'est faux. Et même encore maintenant, la question se pose, si vous avez une information, de vous demander dans quelle rubrique vous allez la mettre. Ce qui est intéressant, c'est que selon la rubrique où vous allez mettre cette information, évidemment, vous allez la traiter différemment. Et ça vous donne accès à la diversité des regards sur le monde, bien sûr. Ce qu'on a envie peut-être de souligner, qu'on l'a bien vu cette dernière année avec la pandémie, avec le Covid, et la création dans beaucoup de journaux d'une nouvelle rubrique Covid, mais en même temps un traitement complètement transversal de cette question qui touchait à peu près à tous les secteurs, que ce soit les rubriques économiques, les rubriques santé, les rubriques vie du spectacle et culturel qui étaient impactées ou concernées par cette pandémie. Il y a un effet horizontal et vertical. Ça, c'est Amnesty International qui nous le rappelle dans un rapport qui a été présenté hier et qui a pointé aussi les restrictions étatiques qui visent la presse et les militants, avec toujours cette idée de lutte contre les fake news derrière. Mais revenons-en à notre histoire des rubriques et du monde tel qu'elle le présente. Est-ce qu'elle le présente d'ailleurs tel qu'il est, ce monde ? C'est intéressant de revenir, Marie-Ève Terranti, à cette histoire de la presse pour comprendre ces évolutions, pour reprendre le mot et l'intention de Balzac quand il écrit les illusions perdues. Comment vous situez précisément ce moment à travers ces journaux ? Il y a cette scission qui se passe entre une presse dite marchande, commerciale, et une presse d'État. Alors, pour reprendre le vocabulaire d'époque, ce serait une scission plutôt entre la petite presse, celle que dépeint Balzac, et les grands journaux d'opinion qui ont un plus large public. Ce qui est intéressant avec Balzac, c'est qu'il montre bien la schizophrénie en fait de l'époque. Parce que d'un côté, Balzac, c'est vrai que blâme le journal, décrit ses processus de commercialisation, peint les journalistes comme des prostituées, mais en même temps, il est absolument convaincu à la fois de la nécessité de la presse, de son inventivité, de sa créativité. Il a été lui-même, il a créé plusieurs journaux, la Revue parisienne, la Chronique de Paris, et il s'est servi du journal pour en fait fonder la comédie humaine. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la classification de la comédie humaine, quand on réfléchit, c'est quasiment une classification en rubrique. Et ça, on l'a pas assez dit, scène de la vie privée, scène de la vie parisienne. Enfin, on retrouve l'architecture de la rubrique et la manière dont il a fait circuler les romans à l'intérieur de cette architecture. Il l'a fait exactement comme un secrétaire de rédaction fait glisser un article d'une rubrique à l'autre si ça lui semble plus pertinent. Et de la même manière, le rubricage d'un journal ressemble à un chapitrage de livre, puisque vous pratiquez justement, vous êtes spécialiste, vous, Marie-Ève Terranti, à la fois de littérature et de presse. C'est cette fusion des genres, cette circulation des genres va dans les deux sens. Exactement. D'un côté, alors au XIXe siècle, c'est très clair parce que la structure même, le rubricage du journal répartit la matière en 2 parties. Au rez-de-chaussée, la fiction, et en haut de page qui concerne l'information, l'opinion, enfin le premier pari, cette grande rubrique politique, par exemple, les débats parlementaires. Mais en fait, ce seuil, il est poreux. Et donc, d'un côté, tout ce qui est fiction vient largement influencer le haut de page. Et donc, on a, par exemple, des faits divers romancés. Et de l'autre, tout ce qui est en haut de page vient aussi influencer le bas de page. Et donc, on peut dire que la naissance du réalisme
se comprend par la contiguïté entre le roman et la matière d'information tout au long du XIXe siècle. Et c'était important de revoir aussi cette histoire littéraire ou l'histoire littéraire à l'aune des supports et du rubricage du journal. Sylvain Venner. Oui, et c'est tout à fait exact. Et il faut insister aussi sur autre chose. Pourquoi c'est intéressant de se poser la question des rubriques dans le journal, indépendamment de la question de l'histoire même propre des rubriques, qui au fond ne peut intéresser que les rubricards à la limite. C'est parce que les rubriques sont dépositaire d'un certain style d'écriture. On ne va pas écrire de la même façon selon qu'on va écrire dans le premier Paris, dans le roman feuilleton, dans la chronique de Paris, dans le fait divers, dans le reportage, etc. Et intuitivement, évidemment, les gens savent très bien, on sait tous très bien que la presse, ça n'existe pas. À moins d'être vraiment hostile par principe à l'idée même de journalisme, personne ne prétend que le journal, ça existe. On sait qu'il y a des journaux parisiens, des journaux de province, des journaux de gauche, des journaux de droite, des quotidiens, des magazines, etc., etc. Les journaux illustrés, des journaux qui ne le sont pas. Tout ça, c'est assez, on le sent intuitivement. Ce qu'on comprend moins intuitivement, c'est qu'à l'intérieur du même journal, il va y avoir des façons d'écrire très différentes selon les rubriques, et que la même affirmation n'a pas le même sens selon que vous allez la trouver dans l'éditorial ou dans la chronique ou dans le fait divers ou dans le reportage, qu'il y a des jeux à l'intérieur même du journal sur la langue et en particulier sur l'ironie qui rendent du coup compliqué à lire ces textes. Nous, on avait d'ailleurs demandé aux auteurs, dans ce livre, de ne pas hésiter à se laisser contaminer par le style même de la rubrique dont ils avaient la charge. Et il faut raconter que le livre est vraiment présenté et construit, bâti autour de cette idée du rubricage, et que c'est un ouvrage collectif et que vous vous emparez chacun d'une ou plusieurs formes, ainsi de la gravure pour vous, Sylvain Venner, de la question de la correspondance, du théâtre, de l'interview, du reportage. On trouve le fameux courrier des lecteurs, les chroniques judiciaires, le cinéma, la mode, et puis la une, on va y revenir. Alors, on peut peut-être entrer dans quelques-unes de ces rubriques sans avoir le temps de les aborder toutes, et je reviens avec le film de Xavier Giannoli et cette adaptation des Illusions perdues de Balzac. Rappelons quand même que le livre a été écrit à partir de 1836, que l'action se situe sous la Restauration et suit à la trace jusqu'à Paris un jeune provincial, Lucien Chardon, dit du Rubempré, ambitieux, rêvant de littérature et qui deviendra journaliste par défaut. Giannoli pousse presque encore plus loin que Balzac sa critique de la presse et des fausses nouvelles, et notamment de la critique dans ce film, croquant avec une férocité toute particulière la corruption des critiques littéraires et des critiques de théâtre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de nos deux chers journaux, le Corsaire et le Satan. Le journal s'appellera désormais le Corsaire Satan. Eh oui, il fallait y penser. Et notre camarade Lousteau en sera l'illustre rédacteur en chef. Lousteau, une des grandes consciences de notre temps. Saleté, va. À toi, Lousteau. Messieurs, prévenez les directeurs de théâtre, les éditeurs, les auteurs, les actrices, les commerçants, les musiciens. Prévenez le pape si vous voulez. Que plus aucun article de ce journal ne sera vendu à moins de 150 francs. 150 francs l'article. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Marie-Ève Terranti, c'était un extrait des Illusions perdues de Xavier Giannoli en salle aujourd'hui. Vous êtes une spécialiste, on le disait, de la presse et de la littérature, et notamment, on le voit, vous l'évoquiez à cette époque, à l'époque de Balzac, des Illusions perdues, la réalité ressemblait à ça, en un peu moins peut-être. Néanmoins, c'est quand même une critique assez vive qui est faite de ces pages culture, des pages littérature, théâtre. Quelles seront les belles années, l'âge d'or, l'apogée de ces critiques ? Alors, bon, c'est vrai que c'est un petit peu caricaturé quand même. Alors, il existait bien sûr à l'époque de Balzac une presse un peu de chantage, une presse de jeunes aussi, parce qu'il faut souligner que ce sont des jeunes aspirants à la littérature qui vont d'ailleurs devenir effectivement les grands critiques de demain. Ils ont tous commencé comme ça, Balzac, Sainte-Beuve, etc., par cette petite presse qui parfois, c'est vrai, vire à la presse de chantage. Il y avait à l'époque, par exemple, le Courrier des théâtres qui était tenu par un
un certain Charles Maurice, pardon. Et ce Charles Maurice, c'est vrai, il faisait chanter les actrices notamment. Si elles ne voulaient pas qu'on donne leurs fausses dents et leurs faux toupets, il fallait qu'elles prennent des abonnements au journal. Donc il y a bien cette idée d'une presse effectivement achetée, compromise, mais en même temps, c'est une presse constamment inventive. Et donc, je ne ferai pas vraiment le départ entre un grand âge de la critique qui serait postérieur et cette petite presse qui serait corrompue, parce que déjà à cette époque-là, on trouve du Balzac, du Musset. Alors certes, parfois, ils font eux-mêmes leur propre critique. Alors Balzac, par exemple, a fait sa propre critique de la peau de chagrin dans la caricature, en signant sous un autre nom. Mais en même temps, ils défendent aussi, par exemple, le romantisme naissant. Il brasse des grands concepts. L'école du désenchantement, par exemple, c'est un concept qui a été créé par Balzac dans la rubrique critique et qui permet vraiment de caractériser le mal du siècle, du début du 19e siècle. Donc, il y a, je dirais que c'est en même temps, en quelque sorte, en même temps, cette espèce de joie, du mensonge, de la nouvelle fabriquée, de la camaraderie littéraire, du renvoi d'ascenseur, et en même temps, une sorte aussi de sérieux, d'exercice de la plume, bien sûr, qui va trouver ça aussi plus tard de la résonance de la grande critique dans la revue des Deux Mondes ou dans la revue de Paris. Mais en fait, ce seront les mêmes, en fait. Enfin, ce seront ceux qui auront réussi, qui continueront à tenir ce magistère. Vie et mort de la critique, on interrogeait récemment autour de cette grande table avec Arnaud Vivian, lui-même critique littéraire et ciné. La place de la critique aujourd'hui, en partie détrônée par des blogs et par les notes que des sites comme Allociné peuvent attribuer à des films. Et on retrouve la même chose pour la littérature. Dans vos pages, dans sa rubrique théâtre, Olivier Barra pose et soulève toutes ces questions sur le rôle du critique. Le critique est-il un chroniqueur méthodique ou un rapporteur pressé? Doit-il courir, comme moi, derrière toute la création scénique, ou lui revient-il la faculté d'ériger certains faits choisis en événements? Son autorité n'est-elle du cadre éditorial où il officie, ou de sa vision et de son style? Beaucoup de questions qui restent d'actualité aujourd'hui. Et il rappelle, c'est important de le souligner, combien l'écriture journalistique de la critique théâtrale est toujours un art du temps ritualisé par le retour d'une plume et d'une voix, du temps partagé dans la sociabilité du journal, du temps brisé dans sa linéarité par l'élection de l'événement artistique, du temps orienté par le sens conféré au dit événement, etc. On a évoqué la question des critiques. Avançons peut-être avec une autre rubrique essentielle qui a toujours énormément plu et séduit les lecteurs, c'est la rubrique des faits divers. Et je vous propose, pour entrer dans ce sujet, d'écouter les mots d'un historien décédé récemment à qui vous dédiez ce livre, c'est Dominique Khalifa. Ce qui m'a intéressé, c'est la nature du récit. Pour moi, le fait divers, c'est d'abord un récit médiatique, c'est une catégorie de discours. Et c'est en s'intéressant effectivement à ce qu'elle peut nous dire et à ce qu'elle peut révéler de toute une série de comportements, d'analyses, d'anxiété, de sensibilité d'un temps, effectivement, que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour du fait divers. C'est d'abord un type de récit dans les journaux que par la suite, effectivement, d'autres formes de support, la littérature, le cinéma, etc., peuvent investir. Mais c'est d'abord effectivement un récit dans les journaux. Et oui, effectivement, ça nous dit des choses. C'est forcément une forme de rupture à la norme. Il y a un rapport de trouble à l'attendu, à la norme, à l'ordinaire, dont ce type de récit s'empare et effectivement qu'il permet, à partir de là, une plongée dans tout ce qui grouille. Voilà, Sylvain Venère, on entendait les mots de Dominique Khalifa sur le fait divers, lui qui s'en est fait aussi spécialité comme un objet très sérieux. Et c'est intéressant de voir que ces faits divers ont longtemps été très populaires. Ils ont fait vendre de la presse tout en étant quand même méprisés par une partie des lecteurs les plus cultivés. Aujourd'hui, tout le monde s'en empare des faits divers, de la littérature au cinéma. Le genre semble anobli d'une certaine manière. Le genre a été anobli par la littérature, absolument. Après, l'âge d'or du fait divers, c'est précisément celui qu'étudiait Dominique Khalifa, c'est-à-dire au tournant des 19e et 20e siècles. Est-ce que, quand on tente de se représenter, certains veulent se représenter plutôt le journal comme une sorte de fenêtre ouverte sur le monde qui va donner à voir l'ensemble du monde à ses lecteurs, le fait divers montre à quel point c'est faux, à quel point le problème est un problème interne au journal.
toute l'histoire du fait divers est fascinante. C'est-à-dire que quand on invente ce fait divers moderne, c'est-à-dire le fait divers, dans le cas du fait divers criminel qui avait été étudié par Dominique Khalifa, c'est-à-dire ce fait divers qui prend l'histoire au moment de la découverte du cadavre et qui va la lâcher à la condamnation de l'assassin et qui va suivre la totalité de l'enquête de police, puis ensuite de l'enquête de justice, puis l'exécution, sans connaître la fin de l'histoire, contrairement au roman feuilleton, parce que justement le développement a lieu ailleurs que dans le journal, ce qui va permettre des tirages tout à fait extraordinaires dès la fin du 19e siècle, permis par des inventions techniques comme la rotative à partir des années 1860. En fait, on s'aperçoit que le fait divers permet bien de poser la question, est-ce que c'est parce qu'il y a tant de faits divers criminels dans la presse, s'il y a tant de faits divers criminels dans la presse, est-ce que ça veut dire qu'il y a tant de crimes dans la société ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Est-ce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'en 1907, un tiers des unes du Petit Parisien sont consacrés à des faits divers criminels ? Est-ce que ça veut dire qu'en 1907, il y a brutalement une explosion de crimes dans la société française ? La question se pose exactement à ces termes-là. Et en fait, on sait que non. On sait que ce qui se passe en 1907, c'est que le président de la République est Armand Fallières, qu'il est abolitionniste, que le président du Conseil est Georges Clemenceau, qui s'est engagé à présenter un décret d'abolition de la peine de mort, et que même si Clemenceau, en vieux routier de la politique, sait que ça a peu de chance d'aboutir, mais l'abolitionnisme est à l'ordre du jour. Et quand on voit monter les faits divers criminels dans la presse, il faut les interpréter évidemment comme une campagne orchestrée contre l'abolition de la peine de mort. À ce moment-là, une campagne qui aura beaucoup de succès, et notamment grâce à la presse. Il y a un grand journal populaire de l'époque qui crée même un référendum pour ou contre la peine de mort. Évidemment, les gens qui écrivent au journal écrivent pour la peine de mort. La presse modèle quand même en grande partie notre façon, et vous le racontez, de voir le monde, de le comprendre, de le saisir, de l'appréhender, voire de le ressentir. Peut-être s'intéresser avec vous aussi, Marie-Ève Terranti, à la une, puisque c'est le titre que vous avez donné à cet ouvrage collectif, Le Monde à la une. La une, c'est vraiment la fenêtre sur le monde. Vous dites que le journal est branché sur le monde par sa une. Oui, et d'ailleurs, elle montre bien, la une montre bien, et l'évolution de la une montre bien à la fois que la rubrique est ordre et combien la rubrique est désordre. Parce qu'on a l'impression, dans un premier temps, qu'on va aller vers un rubricage de plus en plus serré de la une. Et puis quand on regarde la manière dont le journal évolue, avec les techniques d'ailleurs, une fois de plus, à la Belle Époque, on voit peu à peu cet ordonnancement en colonne se rompre avec des titres beaucoup plus horizontaux, des manchettes, à plus tard l'apparition de la photographie. Et donc, ce que finalement montre la une aussi, c'est à la fois combien la rubrique tente de corseter le monde, et en même temps, avec le désordre de la une, et notamment, c'est très net, plus on avance dans le XXe siècle, comment, en fait, la une fait éclater aussi le désordre du monde, montre le désordre du monde. Est-ce qu'il y a des rubriques qui ont particulièrement évolué et qui vous semblent montrer aussi les évolutions de la relation des lecteurs de presse français à leurs journaux ? Un type de rubrique qui est tombé dans l'oubli, qui n'a plus trouvé de succès dans le temps présent, et qui a été remplacé par d'autres rubriques qui sont symptomatiques de notre époque. Sylvain Venère. Oui, alors dans le livre, il me semble que c'est assez bien le cas de la brève pour rire, la blague du journal qu'on trouvait dans tous les journaux au XIXe siècle et assez tard, et qui disparaît pour être ensuite une affaire de journaux satiriques, et qui est lié à la culture de la censure. C'est-à-dire ce que montre Alain Vaillant dans son article, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser la blague pour dire des choses qu'on ne pourrait pas dire ailleurs dans le journal, et ça on peut le faire parce que le public est éduqué à ce problème-là, parce qu'il vit au milieu de censures qui sont très variées selon les régimes, depuis Balzac jusqu'à Vichy. Les choses sont évidemment très différentes, mais on peut jouer avec ça. De toute façon, chacune des rubriques raconte un truc incroyable. Moi, j'ai été passionné par l'article du livre sur la rubrique de l'horoscope, qui est quelque chose qui avait été déjà étudié par Adorno à propos du Los Angeles Times. Mais enfin, on voit bien que la création de cette rubrique, sa structuration et son succès a peu à voir avec, je dirais, le progrès de la rationalité voire de l'information depuis 2 siècles. Mais c'est des bijoux. Voir l'information. C'est quand même souvent des bijoux de fantaisie et de créativité.
Oui, alors maintenant d'ailleurs, ça l'est vraiment avec des journaux qui proposent des parodies d'horoscopes. Il y a des évolutions lexicales qui sont assez marquantes, hein, notamment on le voit sur les pages idées, les tribunes qui ont pu évoluer, Rebond chez Libération, Postillon du côté du Point. On peut trouver ces clivages à travers ces évolutions lexicales aussi, la manière dont en tout cas ces pages-là remplissent peut-être ces rubriques-là d'autres fonctions aujourd'hui, l'importance des rubriques territoire, région, peut-être en dire un mot, à quel moment elles ont été aussi créées, Marie-Ève Terranti, pour redonner dans nos journaux et notamment dans la presse nationale quand il y en a, et c'est plus courant dans la presse quotidienne régionale, mais dans la presse nationale, redonner un peu de la place aussi au territoire, hein. Oui, c'est important cette notion de lexique et cette évolution du lexique. Ça montre effectivement, en fait, ouvrir une rubrique comme celle des territoires, c'est montrer un intérêt nouveau. La rubrique environnement aussi fait partie de ces rubriques nouvelles qui se sont ouvertes dans la deuxième moitié du XXe siècle et même tout à fait récemment, pour montrer de nouveaux intérêts et de nouveaux découpages du monde. Ça permet de mettre en évidence des choses et parfois aussi d'en occulter d'autres. Vous parliez du lexique, par exemple. Par exemple, un mot qui a complètement disparu, c'est le premier pari, qui montrait bien, qui était la rubrique de tête du journal, qui était écrite dans un lexique très rhétorique et qui s'adaptait à un public qui était un public lui-même formé à l'éloquence, éduqué et formé à l'éloquence. Cette rubrique-là, elle a complètement disparu au profit du reportage plus tard. Elle a été relayée et le mot même, premier pari, qui montrait aussi une manière de vision centrale du monde et de Paris, aux dépens des autres territoires, a disparu pour laisser place à une vision plus panoramique du territoire français. Voilà, transformation, recréation aussi des rubriques. Vous racontez cette longue et belle histoire des rubriques, de cette histoire de la presse à travers ces rubriques, dans ce livre collectif, Marie-Ève Terranti et Sylvain Venère, que vous avez tous les deux dirigé, Le Monde à la une, préfacé par Jean-Noël Jeannonnet et qui paraît aux éditions Anna Moza. Un grand merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture. Merci à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à Hosanna Chauvin et Marie Fraboulet pour leur aide très précieuse à la réalisation aujourd'hui Vivian Le Cuivre avec Nasser Moussaoui.